Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau envoyé un message à l'Occident pour qu'il soutienne son pays de manière encore plus décisive dans la guerre contre la Russie. Joe Biden hausse le ton envers Benyamin Netanyahou. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un accès total à la nourriture et aux médicaments dans la bande de Gaza. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé une fois de plus un message à l'Occident pour qu'il soutienne son pays de manière encore plus décisive dans la guerre contre la Russie. Lors d'une retransmission en direct du 9e Forum économique de Delphes en Grèce, il a souligné que Vladimir Poutine tente de semer la terreur dans son pays en procédant à des frappes quotidiennes à l'aide de missiles et de bombes. Weapons and concrete political steps from our partners, we will break Putin's backbone. There are no extraordinary things in here. Everything that our partners have in their stocks and in their arsenal. That is air defense, which are extremely important for us, which will unblock the skies. And this is I talk for this not for the first time. So air defense systems, artillery and long-range fires. Full stop. Not so much. I understand that this is not easy and everybody is thinking about oneself and we are grateful to all our partners. But what we have now is not sufficient. If we want to truly prevail over Putin, if nobody wants Putin to drag the world into Third World War. Le président a ajouté que l'Ukraine est prête à participer à une vaste conférence sur la paix pour écouter les propositions de ses alliés sur la manière dont ils envisagent la fin de la guerre. Les oligarques russes Mikhail Fridman, ici en photo, et Peter Haven ont remporté une victoire juridique contre les sanctions de l'Union européenne liées à l'invasion de l'Ukraine. Le tribunal de l'UE a donné raison aux deux hommes d'affaires, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves démontrant leur soutien à la guerre lancée par le Kremlin. Avant d'être inscrit sur la liste noire de l'UE, Peter Haven était le président du groupe Alpha, la plus grande banque privée russe. Mikhail Fridman était lui membre du conseil d'administration d'Alpha. Cet ancien courtier en pétrole avait fondé le groupe sous l'ère Boris Yeltsin. Ils avaient tous les deux décidé de quitter leurs fonctions en mars 2022, au moment des sanctions. Le tribunal, l'une des chambres de la Cour de justice de l'UE, a estimé que même s'il pouvait y avoir une proximité entre les deux hommes et le président russe Vladimir Poutine, rien n'indiquait qu'ils avaient soutenu des actions ou des politiques portant atteinte à l'Ukraine. Les sanctions imposées entre mars 2022 et mars 2023 ont donc été annulées, bien que celle-ci ait déjà expiré. Reconduites l'année dernière et le mois dernier dans des décisions considérées comme distinctes, elles font l'objet de nouvelles contestations de la part des deux oligarques. Yulia Navalnaya, veuve de l'opposant russe Alexei Navalny, a réagi avec déception à cette décision, déclarant que ni Mikhail Fridman ni Peter Haven ne s'étaient opposés à la guerre. Les institutions européennes peuvent encore faire appel de cette décision. Le président des États-Unis a haussé le ton ce mardi et a appelé à un cessez-le-feu et à un accès total à la nourriture et aux médicaments dans toute la bande de Gaza menacée par la famine. Joe Biden remet en cause directement la stratégie du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving there, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. La Maison-Blanche veut éviter une escalade du conflit qui s'étendrait inévitablement à d'autres acteurs régionaux et impliquerait les États-Unis. Pour Joe Biden, seul un cessez-le-feu humanitaire pourrait être une solution pour en finir avec ce conflit et accroître la coopération dans la région.
I've spoken with everyone from the Saudis to the Jordanians to the Egyptians. They're prepared to move in. They're prepared to move this food in. And I think there's no excuse to not provide for the medical and the food needs of those people. They should be done now. Selon la diplomatie américaine, les risques immédiats à Gaza proviennent de l'imminente opération militaire de Tsahal à Rafah, une ville proche de l'Égypte, l'un des principaux acteurs de la stabilité de la région. Le Parlement européen approuve la profonde réforme de la politique migratoire de l'Union. Le vote s'est déroulé mercredi alors que des opposants au projet se sont fait entendre dans et hors de l'hémicycle. Les 5 textes qui forment le pacte sur la migration et l'asile ont tous été approuvés à une courte majorité, et ce malgré des appels lancés dans l'hémicycle. Les nouvelles règles introduisent davantage de solidarité entre les États membres, mais aussi plus de contrôle aux frontières et des procédures d'asile plus rapides et plus efficaces. Autant de mesures qui soulèvent des questions sur les droits fondamentaux des migrants. Les différents rapporteurs du Parlement défendent un projet de compromis difficile à arracher. The rules are there, they now need to be implemented. And we also have ensured that there is access for NGOs, for lawyers to give advice. So we have a number of safeguards. The question, like always already in the past, is do we ensure that everything is implemented? That will be the task for the next mandate. Le nouveau pacte pouvait compter sur le soutien des 3 principaux groupes politiques du Parlement, malgré des défections de certaines délégations. L'extrême droite a voté contre, ainsi que les Verts et la gauche radicale qui avaient organisé une manifestation pour dénoncer la mort du droit d'asile. 161 organisations de la société civile avaient demandé aux eurodéputés de s'opposer à ce texte. Certains militants sont d'ailleurs parvenus à entrer dans l'hémicycle et à perturber la session de vote. L'une des questions les plus controversées concerne la procédure aux frontières, un moyen plus rapide d'examiner certaines catégories de demandeurs d'asile. Son rapporteur rejette les accusations à l'encontre de ce texte. Le Parlement européen s'est assuré de l'intégration de mesures qui permettaient d'assurer le respect de la Convention des droits de l'homme, c'est-à-dire les bonnes conditions d'accueil et, par exemple pour les enfants, le droit à la scolarité, à la bienveillance, à la protection, et également ceux de la Convention de Genève, c'est-à-dire que l'examen soit individuel. Les différents textes de ce pacte doivent maintenant être approuvés par les États membres. Le vote pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Le président socialiste croate Zoran Milanović ne se présente pas comme candidat principal de son parti au poste de Premier ministre. Néanmoins, il tente d'influencer les élections anticipées en lançant une offensive contre l'actuel Premier ministre. Il accuse le gouvernement de corruption et affirme que le nouveau procureur général du pays a été nommé de manière illégale. Par ailleurs, les socialistes promettent une revalorisation des pensions de retraite. Zato nam je u smjenu Turudića, uz promjenu Lex AP, prva mjera u prvom tjednu promjena načina usklađenja mirovina, a onda već kod prvog rebalansa proračuna uvođenje trajnog dodatka kako bi umirovljenicima vratili u 4 godine ono što im je Plenković uzeo u 8. Conservateur, favorable à l'Union européenne, le Premier ministre Andrej Plenković dirige la Croatie depuis 2016. Il a rejeté les allégations de corruption ainsi que les accusations selon lesquelles il amènerait son pays à entrer en guerre aux côtés de l'Ukraine. korak ispred svih drugih političkih opcija I da vodi hrvatski narod u još bolju budućnost. Le conflit entre les deux dirigeants remonte au début de la guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, les conservateurs sont en tête des sondages à une semaine des élections. Le gouvernement espagnol met fin au régime des visas dorés. Ce régime accordait un permis de résidence et de travail de 3 ans aux riches étrangers qui investissaient au minimum 500 000 € dans l'immobilier.
Il avait été introduit en 2013 par le gouvernement de Mariano Rajoy en pleine crise immobilière et monétaire dans le but de relancer les investissements dans le pays. Mais ses détracteurs affirment qu'il créait des pressions inflationnistes et servait de porte d'entrée à l'argent sale dans l'économie. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500,000 en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Reste à voir si la suppression des visas dorés aura un impact significatif sur le marché immobilier. Selon un site spécialisé, moins de 0,1% des plus de 4 millions de logements vendus entre 2013 et 2023 ont été achetés dans le cadre de ce régime. En esta década, desde el año 2013 al año 2023, se han concedido en nuestro país 14.576 Golden Visa correspondientes a las denominadas inversiones en bienes inmuebles. ¿De dónde proceden estas inversiones? Sus principales nacionalidades: China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Le Portugal a récemment révisé son régime de visa doré, excluant les investissements immobiliers afin de faire face à la crise du logement. La Commission européenne appelle depuis longtemps à la fin de ces régimes, citant les risques de sécurité et affirmant que la citoyenneté est accordée sans obligation réelle pour le bénéficiaire de vivre dans le pays.